Bonjour tout le monde, mon nom est Zelda. Je travaille pour sorcellerie.net. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les outils utilisés en magie puis en sorcellerie. C'est quand même un sujet qui est important, qui est de base, parce que dans tous les livres qu'on voit sur Internet, tous les livres, sur Internet, autant des PDF que des livres qu'on achète, ils nous demandent d'acheter une tonne d'outils pour qu'on puisse pratiquer, parce que on dit que c'est absolument nécessaire d'acheter tout ça. J'aimerais ça un peu faire la lumière là-dedans, en même temps dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qu'on peut se débrouiller avec, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment absolument nécessaires à acheter, parce que quand on tombe dans le domaine justement de l'ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie, ça vient excessivement cher. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. C'est quand même de la base dans la pratique. Euh, c'est sûr que moi, je vais vous présenter ce que j'ai. Je n'ai pas tout parce que, tu sais, oui, j'ai une trentaine d'années de pratique, mais il y a des items que c'est pas nécessaire, puis il y a des items que j'ai reçus justement dans mes boîtes de Witch Casket que j'avais jamais acheté parce que ce n'est pas nécessaire. Il y a des choses que j'ai accumulées parce que, oh wow, ça c'est beau, parce que il y a surtout ça aussi dans le domaine de la magie puis de la sorcellerie, c'est le fait que, il est super beau, il est super magnifique, il me le faut absolument. Souvent la réponse est non. Donc, on va se tuer un peu là-dessus. Oui, les créateurs ont tendance à faire de quoi de tellement beau, de tellement magnifique, surtout quand on tombe ici, d'un peu, là, j'en ai. Ici, regarde, j'ai une merveilleuse cuillère. Elle est magnifique, la cuillère, sincèrement. J'ai tu sais, comme un pentagramme avec tous les symboles des éléments. Donc, elle est vraiment belle, la cuillère. Est-ce qu'elle est absolument nécessaire? Pas du tout. N'importe quelle cuillère peut faire le travail. Ça n'a pas besoin d'être gravé, ça n'a pas besoin d'être tout bien marqué. Donc, on va faire un peu la lumière là-dessus. Les outils utilisés en magie et en sorcellerie. On va commencer par l'occultum, le templum. Pour les personnes qui viennent sur sorcellerie.net, j'ai une section occultum. En fait, c'est quoi un occultum? C'est une pièce qui est dédiée pour la pratique de la magie puis de la sorcellerie. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir vraiment une pièce dédiée? Non, c'est pas nécessaire, mais les grands pratiquants aiment ça, avoir vraiment une pièce qui est spécialement pour ça, pour la pratique de la magie de la sorcellerie. Mais normalement, un simple hôtel dans le coin d'une pièce, l'hôtel ne doit pas bouger, mais ça, je vais en parler tantôt, ça suffit. Mais si vous voulez absolument avoir votre cultum ou votre templum, ça dépend de la pratique, les noms changent. Idéalement, il ne doit pas avoir la lumière du jour, donc on ferme les fenêtres avec des grands rideaux opaques. Pas d'objets, seulement les objets de la pratique. La pièce ne doit pas être utilisée pour autre chose que la pratique. On dit aussi pas de meubles, sauf justement les meubles nécessaires, c'est-à-dire l'hôtel. Puis pas de prise électrique. Euh, Ça, à part un garde-robe, je verrais pas bien où est-ce que tu sais, les pièces d'une maison qui n'a pas de prise électrique, mis à part les vieilles maisons. Euh, pour justement se réchauffer un peu, le tapis au sol est possible. On peut mettre un tapis au sol, mais si on veut par exemple faire un cercle magique avec du sel, le sel a tendance, il faut le nettoyer tout de suite parce que le sel brûle. Autant le bois, le tapis, peu importe, ça brûle. Par la suite, l'hôtel. Bon, comme je mentionnais, normalement, on a besoin d'un hôtel pour faire de la pratique rituelique. En fait, c'est une table qui est idéalement rectangulaire. C'est plus facile à avoir une table avec des coins. Ça peut être une table carrée, ça peut être une table ronde. C'est pas nécessairement important que la table soit absolument rectangulaire, mais il faut que la table elle soit pratique pour qu'on puisse placer les objets puis qu'ils soient tous à portée de main, qu'on puisse tous toucher les objets sans avoir nécessairement besoin de se pencher ou de passer par-dessus, par exemple, la chandelle. Donc, il faut quand même que la table soit pas trop grande, sauf si on commence à pratiquer de la magie cérémonielle avec plusieurs personnes. Là, il peut y avoir une table avec plusieurs personnes autour, ou d'habitude, la magie cérémonielle n'a pas nécessairement de table parce que c'est le plancher qui sert d'autel, en fait. La table peut être faite en diverses matières, mais ça peut être du bois, ça peut être
plywood, mais il faut absolument pas que ça soit en métal, en plastique ou en aluminium. Tu sais, une boîte de bois pourrait suffire. L'important, c'est que ça supporte le poids des objets qu'on met dessus. Donc, il faut vraiment pas que ça bouge. Il faut pas que ça soit, tu sais, comme chambranlant non plus. L'important, c'est justement que ce soit pas en métal, en plastique ou en aluminium. Euh, c'est une table qui doit être exclusive à la pratique. On s'en sert pas pour autre chose. On s'en sert pas pour dessiner, on s'en sert pas pour manger. C'est vraiment une table pour notre hôtel, pour la magie. Souvent, on peut la mettre dans un coin d'une pièce, notre coin de chambre ou le coin de salon, mais ça, c'est un petit peu plus visible. Donc, quand on a des visiteurs, on peut se faire juger, disons, parce que c'est pas tout le monde qui accepte ce type de pratique-là. Normalement, cette table-là n'est pas nue, elle est recouverte d'une nappe. La nappe, elle peut être noire, mais faut qu'elle soit en matière naturelle. Donc, tu sais, pas de plastique, faut pas que ça soit une nappe genre style aluminium pour faire flashy un peu. Il peut y avoir des dessins, comme la nappe peut être tout simplement opaque, noir, blanc, ou peu importe le type de couleur que vous avez. Souvent, la couleur va avec le type de pratique que vous voulez. Moi, j'ai reçu, il y a 2 semaines, regarde, ici, une belle nappe de Witch Casket. Elle est en verre, voilà. Ça ici, ça peut faire le travail aussi pour la nappe de l'hôtel. L'important, vraiment, c'est que elle soit pratique et justement que les items ne bougent pas, glissent pas et tout. OK, là, on tombe dans la robe, ou des fois c'est appelé tabar ou bure des ténèbres, tout dépendant le type de pratique. J'ai essayé de voir vraiment tous les types de pratiques possibles. En fait, une robe, c'est pas mal assez standard parce que oui, on peut pratiquer la magie nue, mais si vous n'êtes pas vraiment à l'aise nue, il y a une robe qu'on peut porter. Évidemment, la robe, c'est pas pour être portée par-dessus des vêtements, c'est pour être portée quand on est nu en dessous. L'idée, c'est vraiment de se protéger du froid, puis en même temps d'être ample, d'être loose dans les mouvements, pas toujours avoir besoin de s'étirer puis de se replacer. Il faut être confortable dedans. De là, la raison pourquoi on est nu en dessous, parce que quand on est poigné dans notre linge, poigné dans notre soutien-gorge, par exemple, pour les femmes, c'est pas vraiment confortable. Ça peut briser la concentration et vraiment le rythme qu'on essaye de produire. Donc, la robe, ça cache autant l'intimité, ça nous protège du froid et ça nous met à l'aise. Oui, on peut pratiquer nu, mais ça, c'est vraiment si vous le voulez et que ça vous met à l'aise. En fait, c'est fait d'un grand tissu noir que, évidemment, on a un trou pour la tête et il doit se rendre jusqu'aux chevilles. C'est un morceau de tissu noir ou blanc ou rouge ou peu importe le type de pratique que vous avez envie. C'est en matière non synthétique. Le tabar, je crois que c'est en Wicca qui appelle ça un tabar. J'ai fait des recherches sur quelques pratiques et précisément, je pratique pas la Wicca, donc il me semble que c'est dans le robe des ténèbres, bure des ténèbres, c'est plus pour la Goétie, par exemple, qu'on appelle ça comme ça. Le cingulum, ça va aussi avec la robe de sorcier. C'est l'espèce de gros cordon qui attache autour de la taille. Ce cordon-là sert vraiment à resserrer autour de la taille la robe pour que on ne soit pas toujours en train de s'accrocher dedans. Parce qu'évidemment, la robe, c'est quand même droit. C'est pas nécessairement serré sur le corps. Donc, le cingulum sert à attacher la robe pour nous permettre d'être plus à l'aise et ne pas s'accrocher. C'est une corde qui est tressée, qui mesure, en fait, elle fait 2 fois le tour de la taille et elle pend. Donc, c'est pour ça qu'on dit 2 fois le tour de la taille plus 108 cm de plus. C'est vraiment pour que les deux côtés pendent après sur le nœud. Il y a une façon de l'attacher. Je sais qu'en Go ici, il explique vraiment comment l'attacher d'une certaine façon. Les autres pratiques font juste dire d'attacher la corde autour. Je crois pas vraiment que c'est nécessaire que ça soit vraiment attaché d'une façon spécifique. Euh, Ici. Donc, c'est vraiment... c'est une façon d'attacher le cingulum. Encore là,
est-ce que c'est nécessaire absolument d'avoir une robe de sorcier et un cingulum? Non, parce que si vous avez, par exemple, une robe que vous êtes vraiment confortable, que vous n'avez pas froid, qui ne vous dérangera pas, ça peut faire aussi le travail. Ça ne sert à rien vraiment d'aller acheter quelque chose pour cette raison-là. Euh, Là, on tombe vraiment dans ce qu'on appelle l'essentiel de la sorcière, les bougeoirs, les chandelles et les bougies. En fait, il y a tellement de types de bougeoirs, il y a tellement de types de chandelles, de bougies. euh, on a vraiment le choix. De un, je veux dire que, je dis chandelle bougie parce que c'est la même chose, là. On peut fabriquer nos propres chandelles ou on peut les acheter. Il y a des magasins à 1 $, il y a des magasins que ça coûte vraiment pas cher et ça fait très bien le travail. On peut acheter de la cire et les faire fondre nous-mêmes pour les mettre de la couleur qu'on veut, les mettre de la forme qu'on veut. Donc, on peut vraiment les fabriquer nous-mêmes à très faible coût. On n'a pas besoin de dépenser une quantité d'argent industriel pour pouvoir acheter des bougies. Le bougeoir, ça dépend de la bougie qu'on a. Parce que si on a des très grosses bougies, on n'a pas besoin de bougeoir. L'important, c'est que la bougie se tienne et qu'elle est sécuritaire pour éviter de mettre le feu partout. C'est ça qui est important. Dans les bougeoirs, on a des petits bougeoirs comme ça ici. Ça, c'est un tout petit bougeoir qui sert à mettre des petites chandelles. Mais il y a aussi, moi j'ai des plus gros bougeoirs, j'en ai en arrière ici, des plus stylisés, mais j'en ai un autre ici qui permet de porter une plus grosse chandelle. Mais cette chandelle-là, elle peut se tenir elle-même tout seule. Donc, c'est pas nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des bougeoirs stylisés, vraiment beaux, avec des pentagrammes dessus? Non, c'est pas nécessaire. L'important, moi, j'en ai pas. Et ce bougeoir-là, je crois que j'ai ça depuis 30 ans. Et il sert, il fait très bien le travail demandé. Les bougies sont majoritairement faites en cire d'abeille, en paraffine, en saindoux, qui est une forme en fait, qui est de la graisse animale. Euh, Souvent, c'est fait comme ça fonctionne très bien, peu importe le type. Des fois, il y a certains rituels qui demandent un type de chandelle précis. Sincèrement, mon opinion, c'est que c'est exactement la même chose. Une chandelle, c'est une chandelle, peu importe en quoi qu'elle est faite. Euh, Majoritairement, une chandelle sur un autel, c'est surtout pour s'éclairer, pour mettre l'ambiance un peu, pour nous aider à nous concentrer. Mais dans certains rituels, c'est nécessaire. Parce que oui, on peut choisir la couleur, parce que les couleurs ont leur vibration, ont leur symbolisme et ont aussi leur influence. Par exemple, une couleur rouge nous fait penser nécessairement à l'amour. Donc, oui, une chandelle rouge, quand on veut faire un rituel plus amoureux, une chandelle rouge peut être utile. Le noir, c'est plus pour le bannissement. Le blanc plus pour la purification. Donc, oui, on peut se servir de différentes formes différentes couleurs de bougies. Souvent, le blanc et le noir, c'est pas mal les deux standards quand on n'a pas les autres couleurs. Donc, c'est pas plus grave que ça si vous n'avez pas toutes les couleurs possibles. Il y a beaucoup de substituts qui peuvent se faire. Donc, pas de peur là-dedans. Dépensez pas d'argent vraiment sur avoir toutes les sortes de couleurs de bougies. Souvent, les bougies sont mises soit aux quatre coins du cercle magique qu'on veut faire, surtout quand on pratique, par exemple, sur un grand plancher. Sur l'autel, on peut placer une bougie sur l'autel même pour représenter, par exemple, l'élément du feu. Ou quand on fait un grand pentagramme sur le plancher, on met une bougie sur chaque pointe du pentagramme. Donc, nous, on est au centre. Ou des fois, quand on le fait plus petit, il est en face de nous. Donc, on met une bougie sur chaque pointe. La taille de la bougie importe peu. La taille, la grosseur, la hauteur, ça importe peu. Il y a certains rituels qui demandent à ce qu'on consomme la bougie au complet. C'est sûr que si vous prenez une hyper grosse bougie très haute, vous risquez de rester là assez longtemps. On essaie de prévoir le coût. Bref, quand que vous voulez faire un rituel, essayez de réfléchir un peu sur qu'est-ce que j'ai de besoin, puis est-ce que j'ai besoin de laisser consumer la bougie au complet? Oui, non.
on pense à la taille de la bougie vraiment en conséquence de ça pour pas justement passer la journée. Parce que des bougies qui peuvent durer assez longtemps. L'encensoir. L'encensoir, c'est vraiment ce qui nous permet de porter, de mettre l'encens à l'intérieur. J'en ai plusieurs. Ici, c'est comme un encensoir classique. En gros, ça nous permet tout simplement de mettre des bâtons d'encens ici et de le faire brûler et de le laisser consumer. Ici, ça sert vraiment à recueillir la cendre. Souvent, ça fait du dégât un peu, mais on nettoie, puis c'est pas si pire que ça. Donc, ça, c'est un type d'encensoir. J'en ai d'autres. J'en ai plein d'autres. Il y a ça ici. Idéalement, lui, on voit qu'il est couvert. J'ai un petit... Idéalement, on ne couvre pas. Idéalement, l'encens devrait être toujours comme à l'air libre comme ça libère plus facilement l'encens. On le sent plus rapidement. Mais dans celui que j'ai ici, il y a comme des trous pour le laisser libérer. Ça fait cute. Mais c'est surtout le travail que ça fait, c'est cute. J'en ai un autre type ici. Je sais pas si on le voit bien. C'est un autre type, en fait. Ça a un trou. Ça permet vraiment de mettre des bâtons d'encens comme ça. De les piquer. Ça permet vraiment de placer l'encens comme ça, qui va se brûler par le haut. Oui, évidemment, ça, l'encens, ça fait de la cendre, donc ça va tout cochonner le tour ici. Donc, mettez rien que vous ne voulez pas salir autour. Vous pouvez même le mettre dans une assiette, vraiment pour récolter toutes la cendre de l'encens. Il y a différents autres types. Ça, c'est ceux que moi j'ai. Parce que là, des encensoirs comme ça, j'en ai des plus gros aussi. Il y en a des encensoirs d'église avec des chaînes. Il y a tellement de types d'encensoirs possibles. Encore là, est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser une grande quantité d'argent pour en acheter? Non, parce qu'un encensoir, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qu'on achète. Si on n'a pas ça, par exemple, ça peut être tout simplement un bol qu'on remplit de sable ou qu'on remplit de sel, ou qu'on pique littéralement un bâton d'encens, ou qu'on met, par exemple, les charbons, qu'on met un charbon comme ça, dessus avec l'encens par-dessus, l'encens en cône, en poudre ou en grain. On met par-dessus, on fait brûler l'encens. Le charbon va tenir l'encens, capter la chaleur, distribuer la chaleur. Et le sel ou le sable en dessous va comme absorber la chaleur pour éviter justement qu'il y ait un feu. Mais une assiette aussi peut faire si vous avez du charbon comme ça, ou si vous avez tout simplement comme de l'encens en poudre. La seule chose qu'il faut tenir en compte, c'est que l'assiette va servir qu'à ça. Tout simplement parce que ça va laisser une trace. Le feu va comme salir, l'assiette va comme la brûler. Donc, l'assiette après, ça va être difficile de la sortir pour un service à thé. Donc, un simple bol avec du sel, du sable peut faire le travail. Est-ce que c'est nécessaire d'acheter quelque chose? Non. Donc, on va encore là éviter. Ici, c'est quand même pas si cher que ça des rondelles de charbon. Mais encore là, est-ce que c'est absolument nécessaire? Non plus. L'encens, on peut en fabriquer, mais encore là, ça commence à être un petit peu plus touché. C'est sûr que là, rendu là, bon, ils en vendent un peu partout de l'encens et c'est sincèrement pas si cher que ça. On a justement, bon, comme j'ai montré tantôt, on a de l'encens en bâton avec différentes sortes. Ici, j'en ai plusieurs qui sont bons d'ailleurs. Il y a de l'encens en bâton, il existe de l'encens en cône. Il existe de l'encens en poudre que j'ai ici. Et là, je vais faire attention parce que c'est vraiment de la poudre. Ça ici, l'encens en poudre, on fait juste le déposer en mettre une petite cuillère sur justement du charbon comme ça ou directement dans une assiette qu'on fait brûler. Ça brûle quand même assez bien. Il y a de l'encens plus, je dirais, végétal, comme celui que j'ai ici. On dirait plus de l'herbe.
pas si vous voyez bien. Et on a de l'encens aussi en cristaux, comme ça. Je sais pas si on voit bien aussi. C'est de l'encens en cristaux. Ça aussi, on le met justement dans une plaque comme ça ou dans une assiette qu'on fait brûler. Ça va faire le travail. L'important, c'est vraiment de faire attention pour le feu. Vraiment faire attention parce que ça devient très chaud. C'est difficilement manipulable par la suite. Autant l'assiette parce qu'elle est chaude, autant le charbon parce qu'il est très chaud lui aussi. Il faut vraiment laisser refroidir ou avoir des outils nécessaires pour pouvoir, c'est comme des pinces pour pouvoir les prendre. Mais est-ce que c'est nécessaire des pinces? Non plus, on peut tout simplement laisser refroidir. Et en fait, autant, ça peut être en magie cérémonielle ou autant dans la divination, par exemple, on peut demander aux entités, aux esprits, aux dieux, ou peu importe, de se manifester dans la fumée, de faire des dessins avec la fumée, de faire bouger la fumée de façon différente. Mais encore là, il faut faire attention parce que des fois, un simple courant d'air, un simple vibrement du sol peut faire bouger la fumée. Donc, il faut vraiment rester sceptique aussi face à ça. Mais la fumée peut être utilisée aussi comme moyen divinatoire ou moyen de contacter, de discuter aussi avec une entité. Je vais tasser un peu ça ici. C'est pas mal ça pour, en fait, l'encensoir. Évidemment, je vous ai parlé de l'encens, qui est mon image suivante. J'en ai profité. L'encens, en fait, l'odeur, c'est un peu d'aromathérapie. L'odeur nous permet de rentrer dans un état de réceptivité plus aiguë. Ça nous aide à nous concentrer, ça nous aide à nous mettre aussi dans l'ambiance, tout comme la bougie. Les odeurs ont aussi leurs différentes vibrations, symbolismes, influences. Donc, dans certains rituels, on demande d'avoir tel type d'encens. Mais encore là, il y a des substitutions qui existent. Donc, vous n'avez pas besoin d'absolument aller vous chercher de ce type d'encens-là très, très, très précis. Dans beaucoup de livres de substitution, on peut en trouver d'autres pour essayer de, justement, que ça nous coûte le moins cher possible. Parce que c'est pas, parce que quand on regarde aussi tout ce qu'on a de besoin, tout ce qu'il faut acheter, on se demande, il faut déjà que je sois riche pour pouvoir pratiquer la magie et la sorcellerie. Mais non, on peut s'organiser avec ce qu'on a. On peut se débrouiller avec ce qu'on a. J'appelle ça le système D. La coupe ou le bol, moi j'en ai. C'est fait en argent, en cuivre, en or, en cristal, en albâtre, en céramique, en verre, peu importe. Il y a différents types de bols. Moi, ici, j'ai deux exemples. J'en ai un ici qui est en céramique. Là, ici, il est stylisé. C'est Witch Casquette qui me l'a donné. Mais un simple bol normal de cuisine, l'important, c'est qu'elle ne doit plus être utilisée pour faire autre chose que justement l'hôtel. Mais un simple bol peut faire. Vous pouvez même le fabriquer vous-même, un bol en céramique, pour que vous puissiez l'utiliser. Ça n'a vraiment pas d'importance. Ici, j'en ai un plus doré. Lui est en étain, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est pas... n'importe quel type de bol peut être utilisé. Souvent, on s'en sert pour mettre de l'eau ou l'espèce de potion ou boisson rituelle qu'on va boire ou qu'on va mélanger. Euh, Ce bol-là peut aussi être utilisé en divination, si on peut mettre de l'eau dedans et s'en servir comme art divinatoire. Ça symbolise surtout, en fait, tout ce qui est coupe, bol, ça symbolise plus la femme, l'utérus, la fertilité, la force créatrice de l'univers. Donc, c'est quand même un élément qui est important sur un autel. Souvent, on le remplit d'eau. Même qu'on ait besoin de le boire ou pas, on le remplit d'eau. Je sais que dans les pratiques, par exemple, comme magie blanche, magie noire, de Wicca, on met toujours un bol d'eau pour représenter en même temps l'élément eau. Donc, c'est tout simplement n'importe quel bol peut faire le travail. Vous n'avez pas besoin d'en acheter un vraiment pour ça. Même s'il y en a des super beaux au magasin, dépensez pas une fortune pour ce type d'item-là. On peut très bien se débrouiller de façon temporaire. Ici, à un moment donné, vous en voyez un et vous vous sentez vraiment attiré par celui-ci. Et évidemment, qui n'est pas trop cher, on ne dépensera pas une fortune. Vous pouvez vous permettre de graduellement vous fournir des beaux outils. Parce que moi, ce que je vous montre, c'est quand même une trentaine d'années de pratique, des choses que j'ai accumulées pendant ces années-là.
pendant toutes ces années-là. Donc, c'est sûr que j'en ai beaucoup, mais c'est pas nécessaire de vraiment tout acheter pour quelque chose que vous pourrez peut-être dire, ah, finalement, j'aime moins ça. Donc, faut vraiment sentir une attirance envers le bol et prenez votre temps, particulièrement. Le balai, en fait, j'en ai une version mini qui m'a été donnée par Witch Casket. Sincèrement, le balai, moi, j'en ai pas. N'importe quel balai peut faire le travail, mais si vous voulez vraiment avoir un balai de sorcière à l'ancienne, ben c'est fait d'un bâton de frêne, comme un bâton ici de frêne, de brindilles de bouleau, attaché par un rameau d'osier. Là, ici, c'est attaché avec un- du cuir. Mais ça ressemble un peu à ça. C'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le pentagramme n'est pas nécessaire, mais ça sert à ça. En fait, le balai sert à nettoyer les énergies négatives, à tout nettoyer les énergies et ça protège. Parce qu'on dit qu'un balai, par exemple, sur le bord d'une porte, à côté d'une porte, protège, empêche les énergies négatives de rentrer dans la maison. Mais le balai vraiment sert à nettoyer, pas tout simplement nettoyer la poussière, mais à nettoyer aussi les énergies. Le pentacle ou le sigil, là, on tombe quand même dans un gros sujet. Parce que là, tantôt, je vous parlais de pentagramme. Là, je vous parle de pentacle. C'est quoi la différence, en fait? Bon, je vais vous dire, un pentacle, c'est une... J'en ai ici des exemples. C'est une plaque de bois. Ça peut être de cuivre, or, argent, en cire, en argile, peu importe. Où est-ce qu'il est gravé un pentagramme ou un sigil. Ici, je vous présente, regarde, j'ai un pentagramme ici qui a été gravé à l'intérieur du bois. Ici, j'en ai un autre que, tu sais, ça ressemble à ça. C'est une plaque. Ça peut être carré, ça peut être circulaire, mais c'est des plaques avec vraiment un pentagramme à l'intérieur. On appelle ça un pentacle, pas parce qu'il y a une étoile à 5 branches dedans, mais c'est vraiment l'objet qui est le pentacle, le symbole qui est un pentagramme. Parce qu'on peut avoir un objet pentacle, mais que ce soit un sigil qui est à l'intérieur. Le sigil, c'est un symbole magique. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des sigils. Il y en a qui sont déjà faits. Vous pouvez même créer votre propre sigil. Éventuellement, j'ai l'intention de faire un direct sur comment faire un sigil, puis c'est quoi les différents sigils. En fait, c'est tout simplement un symbole magique qui symbolise quelque chose qu'on veut, quelque chose qu'on désire, quelque chose qu'on veut attirer à nous. Euh, J'ai d'autres exemples de sigils selon les différentes pratiques. Par exemple, en Go ici, ça c'est la bille Svatika. C'est le sigil, je vais vous le montrer un peu plus proche. Là. Puis là, vous allez me dire, c'est une croix gammée. Oui, initialement, la croix gammée, c'était pour apporter la chance, attirer la prospérité. Les nazis s'en sont servis justement pour ces raisons-là. Et tout le mal qu'ils ont fait a vraiment détruit ce symbole-là. Donc, mais la Svatika, deux svastikas, une à l'endroit et une à l'envers. C'est plus un signe de justement, tu sais, comme de protection. Euh, il y a aussi le triskel en magie celtique. Ça ici, c'est le triskel. Donc, ça aussi, c'est un symbole, c'est un sigil qui représente quelque chose. On le met sur notre autel pour, justement, ça dépend de notre pratique, ça dépend de ce qu'on veut faire. Les sigils, souvent, c'est, par exemple, une phrase que on fusionne ensemble pour faire un sigil, pour faire un symbole. Donc, ça peut être autant une phrase, ça peut être un mot, ça peut être une image, mais le avant puis le après est complètement différent. Mais ça, on va voir ça dans un autre direct. Euh, le pentacle sert de protection, sert aussi en Wicca, par exemple, à consacrer les objets, puis le cercle magique, on les met directement sur le pentacle. Ça permet aussi à faire des évocations, de contrôler les éléments, etc. Ça a vraiment une utilité quand même très, 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 très large selon la pratique que vous avez besoin. Donc, je vous ai dit, c'est quoi le sigil? Le pentagramme, c'est littéralement l'étoile à 5 branches qui est dessinée ou écrit. Parce qu'aussitôt que c'est gravé sur quelque chose, ça devient un pentacle. Euh,
On peut aussi, avec un atame, le dessiner dans les airs. Ça nous permet de bannir ou d'invoquer une entité. Ça dépend, en fait, il y a différentes façons de le dessiner pour soit bannir ou soit invoquer les entités. Mais ça, je ne vous montrerai pas ça là, c'est comme totalement inutile. On l'a disponible dans les livres ou peut-être dans un autre direct. Euh, Le pentacle, on peut les accrocher dans la maison, au-dessus d'une porte ou des fenêtres. Justement, ça apporte la protection. Le pentacle inversé ou le pentagramme inversé, en fait, c'est surtout Aleister Crowley qui a comme donné la signification que c'était une tête de bouc, de chèvre, pardon, de bouc, surtout avec des cornes qui représentent Baphomet et que la pointe, la pointe, tu sais, qui est vers le bas, vraiment, ça montre l'enfer, tandis que de l'autre côté, ça montre les cieux, ça montre le plus le côté bénéfique et le côté maléfique. Donc, c'est pour ça qu'on a à l'endroit et à l'envers. Si vous remarquez bien, ce que vous voyez là, qui est le logo de sorcellerie.net, en fait, c'est ces deux pentagrammes. Il y en a un à l'endroit, un à l'envers. Donc, c'est vraiment nous, c'est parce que nous, on englobe vraiment tous les types de pratiques de magie. On ne se spécialise pas vraiment dans un seul. Donc, c'est pour ça que les deux, ils sont là. Euh, Sinon, on peut porter les pentacles ou les sigils, les pentagrammes en amulettes. On peut les porter en pendentif. On peut les porter en différents types de matières. Peut-être juste une petite pin ou peu importe, en bijoux. Ça nous amène surtout la protection et aussi le symbolisme du sigil en tant que tel. Par la suite, le journal Livre des ombres ou Livre des sorts. Ça, encore là, le nom dépend de la pratique. Le Livre des ombres, c'est en Wicca. C'est vraiment le nom que les Wiccans appellent leur livre de rituels, de sorts. En fait, normalement, dans un couvent, il y en a un par couvent. On ne peut pas l'amener, on ne peut pas le copier. Et quand on quitte le couvent, justement, on ne peut pas l'amener. Sinon, quand pour la pratique seule, c'est nous qui l'écrivons. Le journal, ben ça c'est pour tous les autres types de pratiques. Livre des sorts aussi. Ça dépend vraiment du type, mais souvent on dit comme le journal ou le livre des sorts. C'est vraiment un livre ou un journal ou absolument n'importe quoi dans lequel on inscrit absolument tout tout ce qui est lié à notre pratique magique. Des rituels, toutes nos pensées, la théorie qu'on ne veut pas oublier. Ça peut être aussi notre expérience, nos ressentiments. Tu sais, tout ce que, ah, ben, j'ai fait telle chose, j'ai ressenti telle affaire, ça c'est à refaire, ça c'est à ne pas refaire. C'est vraiment un livre de notes. Un livre de... c'est presque comment on dit, les journal intime de toutes nos notes personnelles. Normalement, on ne partage pas les livres des ombres. Quand on en a un à nous, il est à nous. On peut le mettre au propre, on peut l'écrire à l'ordinateur. Il peut être tout simplement en PDF, puis qu'il est informatique à 100%, ou on l'informatise, on met des belles images, on met une belle police d'écriture, on l'imprime, puis on le met dans un cartable. Ça peut être un livre, ça peut être un cartable, il peut être boudiné, il peut être en cuir, il peut être... C'est vraiment at large. Vous pouvez prendre absolument ce que vous avez envie. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de ça doit être ça comme ça. Vous devez l'écrire à la main. Il y a certaines pratiques qu'ils recommandent fortement que ça soit écrit à la main, mais c'est vraiment pas une nécessité, une obligation. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. En fait, c'est votre journal à vous, c'est vos notes personnelles à vous. La magie verte, par exemple, on peut aussi ajouter, comme je l'ai inscrit, des notes, des explorations, des recherches quand vous allez dans le bois. Ah, j'ai trouvé quel type de bois. Vous pouvez le coller à votre journal. Vous pouvez vraiment faire un gros livre d'herboristerie mêlé avec vos pratiques. Idéalement, vous pouvez aussi écrire, bon, telle date, j'ai effectué tel rituel, ça s'est passé de telle façon. C'est vraiment un journal de notes. Donc, on peut vraiment y aller selon
selon nous, en fait, on le fait à notre image. C'est ça qui est important. On ne doit pas prendre, hey, le journal, il est beau, il est en cuir, je dois absolument l'acheter parce que c'est ça qui est nécessaire pour ma pratique. Non. Si vous devez le faire à votre image, comme vous l'aimez, votre livre, c'est comme votre précieux. Donc, ça peut être un cartable, ça peut être n'importe quoi. Donc, encore là, dépensez pas une fortune pour avoir un journal à l'ancienne. C'est pas nécessaire, vraiment. L'important, c'est que, tu sais, même surtout si vous le fabriquez vous-même, il va avoir une importance encore plus grande que si vous l'achetez et que vous dépensez beaucoup d'argent pour. La baguette ou le baculum, tout dépend encore là de la pratique sur le nom, c'est fait en bois. Regarde, j'en ai une ici. J'en ai une belle baguette ici. C'est fait en bois d'arbre, du saule, du sureau, du chêne, etc. On dit qu'idéalement, ça doit être en bois de noisetier, mais vraiment, vous avez un choix quand même assez large de type de bois que vous pouvez. Évidemment, quand que vous voulez fabriquer vous-même votre baguette, vous devez demander, c'est drôle à dire, mais on va voir l'arbre, puis on demande la permission d'utiliser une de ses branches pour faire une baguette. C'est rare que si l'arbre vous répond, là, vous avez un problème, puis c'est pas d'ordre magique. Tu sais, comme vous demandez, c'est comme, ou vous remerciez l'arbre, merci beaucoup de m'aider à fabriquer ma baguette et tout. Donc, vous allez chercher la baguette que vous allez ensuite travailler. Le travail d'une baguette, c'est, vous pouvez l'acheter aussi, mais comme je dis, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Si vous la fabriquez, vous savez que les items sont de qualité. Vous savez, vous avez mis du temps dessus, vous avez mis votre énergie dessus. C'est vous qui l'avez fabriqué, donc nécessairement, vous n'avez pas besoin de la purifier par la suite. Puis la purification, je vais vous en parler à la fin. Donc, bon, c'est comme on brosse la baguette pour qu'elle soit bien douce, on la lustre, on la vernit. Il faut évidemment tout creuser l'intérieur. C'est ça qui est quand même assez long. Il y a un article sur sorcellerie.net qui parle de comment fabriquer sa propre baguette qui est écrit par Ambre. L'article est vraiment excellent et cette baguette-là, c'est vraiment Ambre qui me l'a fabriquée pour moi. Elle me l'a remis en cadeau. Elle est vraiment exceptionnelle. Et elle l'a creusé avec un cintre pour accrocher du linge. Tout l'intérieur. Elle y a mis en fait, c'est une baguette foudre parce qu'elle a rempli en son centre toute la poussière de cristal et qu'elle a bouché on peut boucher avec de la cire, avec n'importe quoi, mais elle a mis vraiment un cristal, je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Elle a mis un cristal pour vraiment boucher les deux côtés pour faire la baguette. Idéalement, elle doit faire la longueur entre le pli du coude ici jusqu'au bout des doigts. Ça, c'est la longueur d'une baguette normale. La mienne, je vous dis qu'elle était peut-être un peu grande. Elle est légèrement grande parce qu'elle fait... elle est à peu près ça, trop. Mais c'est pas nécessairement plus grave que ça. C'est vraiment idéalement. Faut pas nécessairement elle peut être plus petite, elle peut être plus grosse. Est-ce que c'est nécessaire qu'elle soit en pierre de cristal? Non, c'est pas nécessaire. Je sais qu'ils en vendent de ces baguettes-là, mais c'est pas une obligation. La baguette sert à condenser, canaliser, attirer, diriger l'énergie. En fait, c'est comme une extension de nous-mêmes. Je m'excuse, j'ai une queue dans le visage. C'est comme une extension de nous-mêmes. En fait, ça nous aide tout simplement à diriger, à place de se servir, par exemple, de notre main, de nos doigts, ou juste de visualiser les énergies. Ben, la baguette nous permet vraiment de plus facilement visualiser l'énergie qu'on fait bouger. Ça permet aussi de dessiner des symboles magiques dans les airs, de dessiner le cercle magique, mais même encore là, l'atame aussi peut faire le travail à ce niveau-là. Puis ça permet aussi d'évoquer les esprits. Mais en fait, il y a pas mal de choses qui permettent d'évoquer les entités. Donc, encore là, est-ce que la baguette, c'est une nécessité absolue? Pas du tout. Vous en avez pas, c'est pas nécessaire. Moi, la baguette, on me l'a fabriquée, on me l'a donnée en cadeau. Mais avant, je pratiquais et j'avais pas de baguette et ça fonctionnait quand même très bien quand même. Donc, c'est pas une obligation d'avoir une baguette. Et encore là, payez pas des fortunes pour des baguettes parce que souvent, ça peut être juste un bout de plastique. Ça peut être comme du bois plein que ça a été fait à la va-vite. Et une baguette comme ça,
Celui-là, par exemple, de mémoire, Ambre les vendait 100 $ à l'époque. C'est quand même cher pour une baguette. C'est pas cher pour le travail que ça demande, mais c'est cher payé pour une baguette quand on peut tout simplement se servir de notre... Tu sais, je disais les trois principes de base, visualisation, ben, concentration, visualisation, puis manipulation d'énergie. On n'a pas besoin nécessairement d'une baguette, c'est vraiment un aide. C'est presque une béquille que, tu sais, mais vous n'avez pas besoin de béquille pour marcher. Donc, une baguette, si vous pratiquez, si vous faites quand même l'effort de vous concentrer, de visualiser, vous n'avez pas besoin d'une baguette. C'est la projection d'énergie et tout. C'est vraiment un outil que, oui, ça peut être utile. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. L'atame, un atame, c'est encore là, moi, j'en ai pas. J'en ai tout simplement pas. C'est un poignard ou un manche noir, au manche noir, pardon, avec une lame à double tranchant. Tout simplement, c'est un poignard. L'atame ne doit jamais servir à couper, ni à graver, ni à rien. L'atame, c'est vraiment un objet rituel pour manier les énergies. Tout comme la baguette, on peut tracer des symboles dans les airs avec l'atame. On peut faire le cercle magique aussi pour l'atame. Avec l'atame, pardon. Ça nous permet aussi de désagréger les énergies en magie évocatoire, puis congédier les entités. Donc, c'est vraiment de la manipulation pour faire des dessins dans les airs, pour vraiment nous aider à nous concentrer, tout comme une baguette. Est-ce que c'est nécessaire? Non, parce que moi, tout simplement, j'en ai pas. J'en ai jamais eu. J'en ai pas d'atamé, donc non, c'est pas nécessaire. Tout simplement, quand on sait manier les énergies, c'est pas une obligation, donc dépensez pas beaucoup d'argent là-dedans aussi. La boline ou le couteau, c'est un autre type de couteau qui est à manche blanc, avec une lame droite ou légèrement courbée. Ça permet de couper. C'est là qu'on coupe, c'est cette lame-là qui nous permet de graver. C'est un outil de travail, en fait. Ça nous permet vraiment de graver, de couper, de faire tout ce que l'atame ne fait pas. Donc, encore là, est-ce que moi j'en ai une? Non, j'en ai pas. Est-ce que c'est nécessaire? Non plus, c'est pas nécessaire. Mais quand on pratique, par exemple, la magie verte, la magie celtique et tout, là, on demande d'avoir un couteau pour permettre justement de couper, de graver, vraiment pour pouvoir faire la pratique rituelle ou préparer, par exemple, en magie verte, les herbes et tout. Donc, oui, quelque chose qui coupe, c'est quand même assez utile, on va le dire comme ça. La cloche, là, j'essaie de condenser un peu les informations, mais j'ai tellement de choses à dire sur la cloche. J'ai tellement trouvé ça hyper intéressant quand je me suis mis à lire là-dessus. En fait, la cloche, bon, je vais commencer pour dire, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une cloche? Non. C'est absolument pas nécessaire. Moi, j'ai comme une espèce de cloche grelot qu'on m'a offert. C'est Witch Casquette qu'on m'a offert. Euh, mais est-ce que je m'en sers? Non, je m'en suis jamais servi. Je l'ai reçu là très peu de temps, donc c'est pas nécessaire. Ça déclenche des vibrations aux effets magiques ou spirituels. On dit que ça détourne les mauvais sorts. Ça éloigne les esprits malfaisants, les démons, le diable, puis on dit même que ça éloigne les sorcières aussi. C'est bizarre d'une même, mais ça vient de l'Église catholique, donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Ça évoque l'énergie positive, ça attire l'énergie positive. Euh, Moi, je vais vous montrer les miennes. Je suis désolée pour le son. Ici, c'est comme des petites mini clochettes. Elles sont magnifiques. Ça fait un son vraiment agréable. C'est sûr que si je le brasse beaucoup, le son va peut-être être un peu moins agréable. Dans le Wicca et le paganisme, pendant le rituel, on fait sonner la cloche parce que ça peut être des petites clochettes comme ça ou ça peut être une grosse cloche. Bref, pendant le rituel, on peut faire sonner une cloche pour augmenter l'harmonie, pour aussi augmenter le pouvoir, attirer l'énergie, pour... Encore là, ça nous met aussi dans une forme d'ambiance, une forme d'état second. Voodoo, magie africaine, ça invoque les dieux ou les différents loas. Ça éloigne les esprits mauvais. En nécromancie, il existe la cloche de Giraldius,
qui invoque les morts. Cette cloche-là, en fait, elle est faite d'or, d'argent ou de mercure ou d'étain. De mercure? Ah ouais. D'étain, plomb, fer, peu importe le type de matière. En fait, il doit être fait le jour, à l'heure même de la naissance de la personne qui va l'utiliser. Ben, je veux dire, le jour de la naissance, pas nécessairement l'année de la naissance, là, mais vraiment juste le jour, le mois, puis l'heure. Euh, il est souvent gravé de symboles divers. On l'enveloppe avec un tissu qu'on appelle le taffetas. C'est un type de tissu noir spécial. Noir? Non, c'est un tissu de soie, pardon, qui est vert. C'est pour ça que je disais noir, ça se pouvait pas. Qui est vert, qu'on met dans le milieu d'un cimetière pendant 7 jours, en espérant que personne n'y touche. Ça absorbe les vibrations, ça absorbe les émanations pendant ces 7 jours-là. Par la suite, on va le chercher et ça nous permet de l'utiliser par la suite pour la pratique de la nécromancie. Donc, c'est vraiment détail en passant. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Dans les croyances populaires, en fait, on mettait beaucoup de cloches, par exemple, sur les vêtements, au cou des enfants, par exemple, pour les protéger, au cou des animaux. Tu sais, l'espèce de cloche à vache, tu sais, que ding, 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 ça sert vraiment à éloigner les mauvais esprits pour protéger le bétail, protéger les animaux qu'on aime. Donc, c'était surtout ça à quoi ça servait. Il y a certainement différents rites de fertilité où est-ce qu'on accrochait une cloche au phallus pour vraiment amener la fertilité. Au Moyen Âge, on dit que la cloche détruisait les maladies qu'il y avait dans l'air. Et c'était souvent prescrit par les médecins. C'est assez bizarre. C'est peut-être, l'Église souvent sonnait des cloches pour justement, bon, détruire les maladies et en même temps éloigner toute la sorcellerie, les sorcières, les démons, le diable, tout ce qui est les esprits mauvais. Les cloches de l'Église ils pensaient que ça éloignait ça. Et quand on croyait que c'était, tu sais, comme les sorcières qui amenaient les tempêtes, donc les cloches permettaient... On croyait que les cloches dissipaient aussi les tempêtes. On s'entend que, moi, sincèrement, j'y crois pas du tout, mais c'était une croyance du Moyen Âge. Au sabbat, par exemple, à Samhain, souvent, ils faisaient sonner les cloches de l'église pour éloigner les sorcières. On disait que les sorcières tombaient de leur balai pendant que les cloches sonnaient. Mais là, ça, c'est des témoignages pendant l'Inquisition, pendant justement, les procès de sorcières. Les sorcières disaient que ben, quand j'entendais des cloches, je tombais de mon balai. Donc, eux autres, ils ont fait 1+1, mais on s'entend-tu que des sorcières qui volent sur le balai, on en prend et on en laisse. Ça l'aide aussi les esprits des morts à atteindre le paradis sans être dérangés par les mauvais esprits autour. Donc, c'est pour ça que lors des rites d'enterrement, l'Église sonne les cloches pour aider l'esprit du mort à atteindre le paradis. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans, beaucoup de choses très intéressantes par rapport à la cloche. On comprend un peu pourquoi l'Église se sert beaucoup des cloches, mais en pratique, on peut aussi s'en servir, mais c'est pas une obligation. Là non plus, dépensez pas une fortune pour les cloches, surtout qu'elles sont bien jolies, les cloches qu'ils veulent nous faire acheter. On va éviter. On me demande si le bol tibétain est rangé dans la catégorie de bol. J'aurais tendance à dire que non. Le bol tibétain, c'est plus pour vraiment, c'est centré sur la méditation en tant que telle. C'est plus pour le bruit. Mais si tu parles dans la catégorie de bol ou la catégorie de cloche, moi je le placerais plus dans la catégorie de cloche à cause justement de la vibration, à cause du son de ce qu'on entend. Oui, ça peut aider. On en a, moi j'en ai un gros là-bas, là, mais j'en ai un ici, un bol tibétain. Là, c'est sûr que j'y touche, c'est pas vraiment une idéal, mais si je le mets ici. Tu sais, oui, ça pourrait faire office. Ouais, à limite, ça pourrait. Mais moi, vraiment, je le classe vraiment dans un outil de méditation.
Mais pour la méditation, le bol tibétain est vraiment génial parce que ça nous aide à les vibrations, le son, parce que tu as différentes tonalités aussi, ça nous aide vraiment à nous concentrer, c'est comme sur une méditation, sur notre moment présent. Et ça nous aide à nous concentrer. Ça nous aide évidemment aussi à visualiser. Donc, il y a différents sons. Faut vraiment y aller selon toutes les tonalités différentes. Il faut vraiment y aller selon notre ressenti. Le chaudron, le chaudron, ça sert nécessairement à la cuisson, préparation des filtres, des potions et tout. C'est surtout utilisé en magie verte, magie celtique ou dans le druidisme. En Wicca, peut-être aussi, mais est-ce que c'est un item nécessaire? Non. Moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai tout simplement pas. C'est sûr que je fais les filtres, les potions, moi, j'en fabrique pas, donc je n'ai pas, j'en ne ressens pas le besoin. C'est sûr que vous pouvez prendre aussi un chaudron de cuisine normale, mais que vous ne devez plus l'utiliser pour la cuisine normale. Donc, nécessairement, il faut vraiment tout ce que vous utilisez vraiment pour la pratique doit être pour la pratique. Ça peut aussi servir de moyen de divination quand on le remplit d'eau. On le remplit d'eau, ça fait comme office de miroir, de boule de cristal en fait. Donc, oui, ça peut être utilisé comme méditation. Mais le chaudron, c'est pas une nécessité là non plus. Il y en a des tonnes et des tonnes avec différents types. C'est sûr que quand on parle d'outils magiques, on essaie d'éviter le plastique le plus possible. Donc, on essaie d'avoir de quoi en métal, mais encore là, un beau chaudron super bien stylisé va coûter une fortune. C'est pas vraiment nécessaire. Le lutrin, lui, c'est assez simple. Ça sert à tenir le livre des sorts. Parce que quand on pratique un rituel, on a souvent des outils dans les mains où on doit placer les mains d'une certaine façon. C'est pas vraiment une utilité, c'est pas vraiment pratique d'avoir à tenir notre livre de sorts dans une main pour essayer de faire autre chose avec une autre main. Un lutrin, c'est assez pratique, mais encore là, ça peut être absolument n'importe quoi. L'important, c'est que ça soit un outil qui tient notre livre des ombres, notre livre de sorts à la bonne page, qui le maintient et qui reste sur place pour qu'on puisse le lire de façon facile sans avoir à être déconcentré parce qu'il bouge, parce qu'il déstabilise puis que les pages se tournent tout seul. Mais encore là, si notre livre des sorts est un cartable, ça règle un peu le problème. Mais, tu sais, tout dépendant, si vous voulez, si vous faites de quoi debout, par exemple, en magie cérémonielle, un lutrin, c'est assez pratique parce que ça le tient à votre hauteur. Encore là, n'importe quel lutrin peut faire le travail. Vous n'avez pas besoin d'avoir un lutrin excessivement dispendieux. Il y en a à, tu sais, vraiment pas cher. La boule de cristal, moi j'en ai une magnifique ici. Une belle boule de cristal que j'ai eue en cadeau. La boule de cristal, en fait, ça devrait toujours être fait en cristal de quartz. On le sait parce qu'elle est toujours froide. Elle reste froide. Parce qu'on peut en acheter des boules de cristal, on pense que c'est une vraie boule de cristal, mais souvent c'est des boules de verre ou des boules de plastique. En plastique, elle est chaude, ben je veux dire, elle a la température de la pièce, en verre aussi, tandis que le cristal de roche, c'est une pierre, donc nécessairement, elle est froide, naturellement froide. Si vous voulez une boule de cristal de quartz, ça coûte excessivement cher, vraiment très cher, c'est lourd, c'est cher. Euh, Est-ce que c'est une nécessité? Là, non plus. Des fois, c'est plus pour le look, à moins que vous voulez faire de la divination avec la boule de cristal même. Mais à magasin, il faut vraiment faire attention parce que souvent, c'est des boules en verre, puis on voit des imperfections au travers. On voit les imperfections du verre, par exemple. Le plastique, là, évidemment, c'est à éviter à tout prix. Comme je disais, c'est utilisé en divination. Des fois, c'est pour recevoir les messages des dieux, emmagasiner l'énergie soulevée dans un rituel. Mais encore là, est-ce que c'est une obligation? Pas du tout. Le miroir, peut être nécessaire pour différentes raisons. Ça permet d'entrer en contact avec son moi profond pour divers types de pratiques. Ça sert d'outil divinatoire aussi. En fait, à peu près tout
peut servir d'outil divinatoire, soit dit en passant. J'ai un gros livre de tous les divers types d'art divinatoire et encore là, ça ne couvre pas tout. Vraiment, là, on dirait que dans le passé, ils ont eu beaucoup d'imagination pour essayer de trouver des méthodes divinatoires. En nécromancie, ça peut être utilisé pour obtenir des renseignements. Contacter, par exemple, tu sais, comme l'esprit des morts, obtenir des renseignements et tout. Le miroir peut être utilisé aussi dans divers types de rituels pour, tu sais, peut-être s'auto-envoûter, donc, c'est c'est un item qui pourrait être utile. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est une obligation d'en acheter un? Non. N'importe quel miroir peut faire le travail aussi. Sincèrement, j'ai pas vu beaucoup de rituels qui incluaient des miroirs. Donc, on voit souvent les miroirs dans les films d'horreur. Je dis pas que ça me fait peur, mais c'est vraiment très, très, très rarement utilisé en magie. L'adagide, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler. D'agide, de poupées vaudou, c'est comme de poupées de sorcellerie. Donc, c'est une représentation stylisée et sexuée, parce que oui, l'adagide doit avoir un sexe, d'un être humain ou d'un animal. Mais il y a une taille, un maximum, de 15 à 20 centimètres maximum, parce qu'évidemment, c'est pas une immense poupée vaudou. Elle peut être très petite, comme elle peut être vraiment à sa taille maximale. Je dis qu'elle est sexuée parce qu'elle représente la personne que on veut toucher, la personne qu'on veut envoûter, la personne qu'on veut vraiment personnifier. Elle est faite en bois ou en cire, en chiffon, papier mâché, en argile. Vraiment, encore là, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'imagination sur les différents types comme, de matériel pour faire la poupée en tant que telle. La poupée, elle doit être sexuée sur le sexe de la personne qu'on veut toucher. Elle doit aussi contenir une charge témoin. En gros, c'est une rognure d'ongles, des cheveux. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Une goutte de sang. Ça peut être à peu près n'importe quoi qu'on peut utiliser vraiment, qu'on met dans la poupée ou sur la poupée pour vraiment que la poupée puisse savoir à qui elle est connectée. Évidemment, bon, il y a toute une sorte de rituel pour la monter, la purifier, l'attacher à cette personne-là. En fait, c'est un condensateur énergétique qui fait office de double. Elle est le double de la personne qu'on veut, à qui on pense, en fait. Ça fonctionne par le principe de similitude et de contagion. En gros, tout ce qu'on fait à la Dagide va se faire aussi sur la personne ciblée. Les influences apportées sur l'adagide se répercutent sur sa représentation vivante. Et encore là, c'est pas parce qu'on a une dagide que nécessairement c'est pour le mal, c'est pour faire le mal, c'est pour envoûter, c'est pour détruire une personne. Non, parce que ça peut être du côté bénéfique aussi. Parce qu'on peut aider une personne à guérir d'une maladie avec une dagide. On peut aussi, dans certains types de pratiques, comme par exemple la Goétie, on peut se protéger avec une dagide. On crée une dagide à sa propre image, qu'on va mettre plus loin, qu'on enterre plus loin. Et quand il y a des attaques qui sont dirigées vers nous, ben c'est la dagide qui va les recevoir. Et c'est pas nous. Donc, il y a différents types, il y a différents moyens d'utiliser une dagide. C'est pas nécessairement pour faire le mal. On peut aussi aider les autres, encourager quelqu'un, une personne qui fait une dépression, on veut l'aider. En envoyant l'énergie à la dagide, ben, par principe de similitude puis de contagion, ça touche cette personne-là. On peut l'aider à lui donner ce qu'elle a besoin pour guérir de sa maladie, par exemple, ou pour l'encourager, pour lui souhaiter un bon succès, pour lui apporter de l'argent, ça peut être utilisé vraiment pour une tonne de raisons différentes. L'adagine, normalement, on ne la jette pas, on la fabrique. Oui, je crois qu'on pourrait en trouver acheté, mais même encore là, on ne connaît pas la qualité comme du matériel utilisé. Donc, c'est vraiment fortement recommandé de la fabriquer nous-mêmes. Le crâne, c'est majoritairement pour les pratiques plus sombres, plus noires. C'est fait en plâtre ou on peut utiliser un vrai crâne, légalement obtenu bien sûr, parce qu'il y a certaines facultés
comme de médecine qui en ont. Ça peut être un crâne animal aussi. Évidemment, on évite de déterrer des morts pour avoir des crânes. Ça peut être, on peut l'obtenir d'une différente façon ou littéralement l'avoir en plâtre. Normalement, on le grave de symboles différents. En Go ici, par exemple, c'est la Bisvatiska qu'on grave, tandis qu'en nécromancie, c'est d'autres types de symboles de protection. Ça sert à différentes façons aussi. En Go ici, ça sert plus de relais entre l'au-delà et les ténèbres, tandis qu'en nécromancie, c'est vraiment une maison pour les entités qui viennent à nous. Pour les esprits des morts, c'est comme leur maison, c'est comme l'endroit où est-ce qu'ils viennent nous voir, en fait. Donc, on n'utilise pas nécessairement euh, néfaste, mais c'est rare qu'on va voir un crâne dans des magies plus, dans des pratiques plus positives, je vais dire ça comme ça. Mais c'est pas de quoi qui est utilisé vraiment pour attaquer quelqu'un, ou c'est vraiment un symbole, ou vraiment pour justement nécromancie, pour, tu sais, comme pas attacher l'esprit des morts, mais c'est sa maison, c'est là où est-ce qu'on va lui parler. Là, je parle de main. Pourquoi je parle de main? En fait, c'est parce que c'est vraiment l'outil majeur pour pratiquer. C'est l'outil qui nous permet de remplacer toutes les autres. Les mains. Parce que quand on apprend vraiment décemment, on se pratique souvent à faire de la manipulation d'énergie, à visualiser et à projeter l'énergie, il y a simplement les mains qu'on a besoin. Et les mains, ça coûte absolument rien. C'est gratuit. Ça demande vraiment plus de travail, mais c'est vraiment, tu sais, oui, c'est plus de travail, mais d'un sens, c'est beaucoup moins d'argent et le résultat est plus assuré. Parce que justement, c'est vraiment notre esprit qui contrôle et nos mains qui font juste faire les mouvements nécessaires. Ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de pratique, beaucoup d'études, mais c'est vraiment, quand on réussit à le faire, c'est vraiment très, 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 très gratifiant. Et on peut faire absolument n'importe quoi rendu là. Ça nous permet aussi de sentir les énergies et de les analyser, parce que quand on va dans un endroit puis on sent que on se sent oppressé, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, autant négatif que positif, les mains, où on peut se concentrer puis on peut sentir les énergies, puis ça nous permet de les analyser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Je touche un objet et je peux sentir la vibration de l'objet. Et avec la vibration de l'objet, je peux savoir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle appartient à quelqu'un. Donc, les vibrations, c'est quand même assez important et c'est vraiment les mains. Les mains et nous-mêmes, tout notre corps, qu'on les ressent. Il n'y a aucun outil qui va les ressentir à notre place. Donc, c'est vraiment l'outil par excellence. La purification des outils, en fait, là, je parle vraiment de purification et non pas de dédication. Euh, Normalement, quand on achète un outil, l'outil est comme impur à l'utilisation pour nous. Parce que ça a été fabriqué par quelqu'un d'autre, ça a été manipulé par d'autres personnes, c'est allé dans un magasin, ça a comme pris les vibrations de tout ce qu'il y avait autour. Donc, nous, quand on achète un outil, quand on la fabrique, c'est pas nécessaire de les purifier parce qu'on l'a fabriqué. Mais quand on l'achète, on doit vraiment libérer toutes les vibrations, toutes les énergies autres que la nôtre. Il y a différentes façons de faire. On peut tout simplement utiliser l'énergie pour vraiment manipuler l'énergie pour tasser ce qui n'est pas bon et vraiment concentrer l'objet avec notre propre vibration, notre propre énergie. Mais on peut aussi l'enterrer dans la terre pendant quelque temps ou l'enterrer dans du sel ou totalement l'immerger ou le laisser tremper dans de l'eau idéalement courante. Par exemple, l'eau d'une rivière, ça purifie. Tu sais, des fois, quand on se sert, par exemple, d'aiguilles, les aiguilles sont souvent servies pour absorber les énergies négatives. Pour guérir une personne, par exemple, les aiguilles, il ne faut pas y toucher parce qu'on va absorber. Donc, pour nettoyer les aiguilles, pour pouvoir les réutiliser par la suite, on les met, par exemple, dans un sac ou dans n'importe quoi et on les laisse dans une rivière courante. Ça va comme nettoyer les aiguilles de cette mauvaise énergie-là, puis après, on va pouvoir les reprendre et les réutiliser. Même chose, on peut les enterrer dans la terre, soit les laisser là ou tout simplement les laisser là un certain temps et les réutiliser. Il y a juste un hic là-dedans. Parce qu'il y a certains types de
matériel. Tu sais, par exemple, ça ici, je peux autant l'enterrer dans la terre que je peux le mettre dans l'eau sans problème. Par contre, tout ce qui est en bois, comme mon encensoir, tout ce qui est en bois, dans la terre, ça va, la terre va comme commencer à, tu sais, à un peu va altérer un peu le bois, surtout si la terre est mouillée. Dans l'eau, avec le bois, on oublie ça totalement. Le bois, on peut le mettre aussi un peu dans le sel, mais même encore là, le sel, ça a tendance à brûler le bois, il faut faire attention. Donc, on peut vraiment tout simplement utiliser l'énergie. Y en a qui disent que la lumière de la lune permet de purifier, la lumière du soleil aussi permet de purifier. Donc, il y a différentes façons de faire. L'important, c'est vraiment de enlever toutes les traces d'énergie étrangère pour mettre notre propre vibration, notre propre énergie dans les objets pour qu'elle elle, elle devienne nôtre, en fait, qu'elle nous représente, nous. Donc, c'est vraiment euh, la purification des outils. Par la suite, bon, quand on parle de d'éducation des outils, de consécration des outils, là, c'est vraiment, ça dépend de la pratique, ça dépend, tu sais, comme de nos croyances. Il y a diverses façons de faire, autant en Wicca que tous les autres types de, tu sais, comme de magie, de Goétie ou peu importe. Il y a différentes façons de consacrer des outils, mais là, pour cet élément-là, moi, j'en parlerai pas parce que là, ça dépend de votre pratique. Vous pouvez voir ça dans tous les livres. Il y a des façons de consacrer. Vous avez tout simplement besoin de lire un peu pour le faire votre rituel. Sinon, si vous pratiquez tout simplement, tout comme moi, la manipulation d'énergie, tout simplement purifier les outils et s'en servir par la suite, on manipule les énergies. C'est pas vraiment nécessaire de les consacrer à ce niveau-là. Euh, Ça fait un peu, ça fait le tour des items. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Par exemple, il y a le tarot. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des tarots pour la pratique? Non, le tarot peut être utilisé, les cartes, le symbolisme des cartes peut être utilisé, comme les pierres, les symbolismes des pierres peut être utilisé, mais est-ce que c'est nécessaire d'en avoir? Non. Le tarot est souvent utilisé pour la divination en tant que telle. Donc, c'est pas vraiment une obligation de l'avoir, de tout avoir. C'est pas nécessaire pour la pratique. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez soit venir nous voir sur Twitch quand on est là, soit les inscrire en commentaire sur YouTube ou venir tout simplement sur sorcellerie.net. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, c'est 100% gratuit, ne vous gênez pas. Vous pouvez venir nous rejoindre aussi sur Discord. On est majoritairement là pour répondre à vos questions. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont là. On aime bien discuter entre nous. On fait partie, c'est une belle petite communauté ensemble qui est vraiment géniale. Venez nous rejoindre, ne vous gênez surtout pas. Je voudrais dire aussi un grand merci à tous nos contributeurs Patreon. Si vous voulez le devenir, en fait, tout ce qu'on fait, c'est gratuit. Si vous avez envie de nous encourager et de nous aider dans tout ça, vous pouvez devenir membre Patreon. C'est vraiment, ça coûte pas si cher que ça. C'est 2, 5 ou 10 dollars par mois, tout dépendant de ce que vous avez envie de donner, puis votre capacité aussi, si vous avez envie de le faire, bien sûr. Donc, ça nous encourage, ça nous permet aussi de nous équiper, de nous acheter des livres, de pouvoir vraiment vous faire des beaux directs comme ça. Je remercie beaucoup à Olfatera pour les bijoux qu'elle m'offre régulièrement. Et pour la musique, Greg Hotbread, pour avoir composé la musique originale de sorcellerie.net, un grand merci aussi. On a des podcasts qui sortent à toutes les semaines. Vous pouvez les écouter autant sur YouTube, sur Google Podcasts, sur Spotify, sur peu importe la plateforme. On est absolument partout. Il en sort un par semaine. Venez nous écouter. On a vraiment des sujets très, très, très diversifiés. Suivez-nous. Faites un suivre, autant sur Twitch, sur YouTube, sur n'importe quoi. Suivez-nous pour absolument rien manquer de nos directs, rien manquer de ce qu'on fait. Comme ça, vous allez pouvoir nous suivre et venir discuter avec nous. On adore avoir vos commentaires, on adore échanger avec vous. On le fait vraiment pour cette raison-là. Patreonsorcellerie.net. Merci beaucoup à Axel, Natacha et Sildorn d'avoir le plus haut niveau Patreon. Un grand merci de votre soutien. C'est très, très, très apprécié.
Donc, un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était très apprécié. N'oubliez pas de nous suivre. Et donc, je vous souhaite au revoir et à la prochaine. Bon samedi!